La France apprenait ce matin avec douleur et stupéfaction la mort du général de Gaulle, survenu hier soir à 7h30 à sa demeure de Colombey-les-Deux-Églises. Pendant 30 ans, son destin s'est confondu avec celui de la France. Le 22 novembre 1890, Charles-André Marie-Joseph de Gaulle naît à Lille, dans le nord de la France. Il est l'un des 3 fils d'un professeur de mathématiques et de philosophie chez les jésuites, Henri de Gaulle. À 20 ans, il entre à l'école militaire de Saint-Cyr. 2 ans plus tard, il en sort sous-lieutenant. En 1914, la Première Grande Guerre mondiale éclate. Le lieutenant de Gaulle se bat au front. Il est blessé 2 fois. Fait prisonnier, il tente de s'enfuir à 5 reprises. La guerre se termine après 4 ans de tuerie. Il rédige pendant les années d'après-guerre d'abord un essai sur l'idée qu'il se fait de la patrie, au fil de l'épée. Puis le stratège publie 2 volumes sur la guerre moderne mobile. Hitler saura s'en inspirer. En 1939, la Seconde Guerre éclate. Les opérations militaires sont réduites au minimum, c'est la drôle de guerre. De Gaulle est à la tête d'un régiment de chars. Il préconise la guerre de mouvement contre l'immobilisme de la ligne Maginot. Il essaie d'en convaincre le président Lebrun. Trop tard, la Blitzkrieg allemande a déjà balayé le nord de l'Europe. La Hollande et la Belgique sont occupées, tombent tour à tour. À la tête d'une division de chars, De Gaulle repousse une attaque allemande en mai 1940 et permet à la France de remporter l'une de ses rares victoires contre l'ennemi. Nommé général en remerciement de ce haut fait d'armes par le Premier ministre Paul Reynaud, De Gaulle n'en assiste pas moins aux derniers jours de la 4e République. Sur les routes, c'est l'exode. Le maréchal Pétain déjà se tourne vers Vichy, mais De Gaulle refuse l'occupation. C'est la fin de la 4e République et du président Reynaud. De Gaulle s'envole vers les rivages de la Grande-Bretagne et de là, il dirigera la résistance. Le 17 juin 1940, le général de Gaulle atterrissait à Londres pour y organiser la résistance, mais en France, les autorités de Vichy le condamnent à mort par contumace pour haute trahison. À l'époque, le gouvernement de Vichy était considéré comme légal et légitime par de nombreux États, y compris le Canada, les États-Unis et le Vatican. On voit donc que la position du général à son arrivée à Londres n'était pas très forte. Le général de Gaulle, du reste, emploiera toute son énergie durant la guerre à faire reconnaître son autorité comme la seule autorité légitime française. Ainsi, le général de Gaulle résistera, mais Paris n'en vit pas moins à l'heure allemande. Adolf Hitler se rend à Paris où ses troupes défilent devant des volets clos. La chute de Paris, qui jusque-là avait été la capitale intellectuelle du monde occidental, cristallise la volonté des Français de résister. Pas tous, cependant. Pétain et Laval à Vichy composent ou collaborent avec l'occupant nazi. À Londres, De Gaulle rassemble ses partisans, leur donne des structures et obtient finalement la pleine collaboration des Anglais et des Alliés à son œuvre de résistance. Les partisans arrivent de tous les points de l'Empire français pour se mettre au service de celui qui devient le symbole de la France libre et celui qui a décidé à continuer le combat aux côtés des forces de la démocratie. Le roi George VI passe en revue avec le général de Gaulle les militaires français qui ont gagné Londres et jamais durant ces années de Gaulle ne doute de l'issue de la lutte. Du moins, il ne le laisse pas voir. Devant cet effondrement, 2 voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie
le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. La guerre prend son point tournant à Stalingrad et en Afrique du Nord. Les armées nazies, qui avaient volé de succès en succès au début de la guerre, reculent maintenant devant les armées alliées. À Casablanca, le président Roosevelt et le premier ministre Churchill tiennent une conférence avec le général de Gaulle et le général Giraud. Les sujets d'entente et de désaccord entre ces quatre hommes ne manquent pas, et la place à accorder à la France libre aux côtés des Alliés n'est pas le sujet sur lequel il a été le plus facile de s'entendre. Les Alliés débarquent en Normandie et de Gaulle n'en est averti que quelques heures avant le déclenchement de l'opération, fait qui illustre bien les rapports que le commandement allié entretenait avec le chef de la France libre. Les Français se battent aux côtés de leurs alliés dans les provinces de l'Ouest, mais ce sont les Français seuls qui libèrent la ville de Paris. Les troupes alliées progressent, les Allemands reculent ou se rendent en grand nombre. Avec la 2e division blindée du général Leclerc, le général de Gaulle entre dans Paris le 25 août 1944. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves rongeurs. Liberté, liberté chérie, on va avec les défenseurs, on va avec les défenseurs. Sous la peau de la victoire, à tes pâles accents, que nos ennemis expirants voient au triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, insoyez-vous, après révolution. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. L'ampleur de ce défilé et la joie ressentie par les Français après 4 ans d'occupation nazie en font une des plus belles pages de l'histoire de France. La bataille n'était cependant pas terminée. Sur les toits et dans les fenêtres des nazis, des miliciens sont embusqués et tirent sur la foule. Dans la victoire comme dans l'adversité, de Gaulle se montre méprisant pour le danger et fait preuve d'un grand courage physique. La plus grande partie de la France est maintenant libérée et le reste le sera bientôt. Il reste à de Gaulle à installer son gouvernement à Paris. L'épuration comme la libération ne se fait pas sans certaines scènes que seules peuvent expliquer 4 longues années d'occupation étrangère et de suppression des libertés démocratiques. Mais la victoire des Alliés est finalement complète et les troupes américaines défilent sur les Champs-Élysées. Le général de Gaulle dit merci à ses alliés anglo-saxons. I want to thank again the American people for the magnificent effort which, under the leadership of your two great presidents, Roosevelt and Truman, have made possible the victory.
La guerre terminée, De Gaulle est à la tête du gouvernement et ne tarde pas à entrer en conflit avec les appareils de parti hérités de la Troisième République. Un référendum a lieu sur la Constitution qui est accepté par le peuple français. Mais entre De Gaulle et l'Assemblée, le conflit est si profond qu'à la fin, le général s'en va à Colomber les deux églises où il va écrire ses mémoires de guerre. Cependant, le général de Gaulle quittait Colomber les deux églises pour se rendre à son bureau parisien, rue Solferino, où il dirigeait ses partisans, qui sont encore nombreux et fidèles. Il fonde un mouvement politique, le Rassemblement du peuple français, qui, après quelques beaux succès électoraux, se désagrège et, à toute fin pratique, disparaît de la scène politique de la 4e République. Après 12 ans de retraite, De Gaulle, qui écrivait ses mémoires de guerre, est rappelé à Paris. Le président Coty, au nom du gouvernement, le prie de prendre en main les rênes du pouvoir. La guerre d'Algérie, qui dure depuis 5 ans, a sapé l'autorité de l'État. Les gouvernements sont tombés les uns après les autres sur cette question, sans jamais trouver de solution. Le pays est au bord de la guerre civile. On cherche un homme qui soit au-dessus des partis et qui puisse faire l'unité entre les Français. De Gaulle affirme qu'il se tient prêt à assumer les pouvoirs de la République. Au Palais Bourbon, De Gaulle reçoit l'investiture. Il devient le président de la Ve République, avec des pouvoirs supérieurs à ceux de ses prédécesseurs. Certains parlent de dictature. En fait, il possède les moyens de gouverner. Il va recourir au référendum pour faire ratifier par le pays les grandes lignes de sa politique. De Gaulle porte son attention vers la politique extérieure de la France. Force de frappe, alliance franco-russe, reconnaissance de la Chine, politique de grandeur que certains lui reprocheront. Et surtout, fin de la guerre d'Algérie. L'entourage du président a affirmé que dès cette époque, De Gaulle avait l'intention d'accorder l'indépendance à l'Algérie. Mais il a hésité à l'accorder au Front de libération nationale. C'est alors que le peuple d'Alger et surtout la population européenne, les pieds noirs, l'accueillent en triomphe. On ne doute pas que De Gaulle va continuer la lutte et vaincre la résistance des Arabes. De Gaulle semble être alors l'homme des colons, celui qui ne présidera pas au démembrement de l'Empire, ni à un autre Dien Bien Phu. Les Français depuis 40 ans ont trop connu de défaites. Il leur faut une victoire et un général victorieux. Entouré des principaux généraux de l'armée, Salan et Massu, De Gaulle, à la résidence, représente l'autorité de la métropole de la France. Une ambiguïté persiste cependant. Pour le monde arabe, De Gaulle est l'homme qui peut comprendre leurs aspirations. C'est l'époque du fameux « je vous ai compris ». Et dans cette foule, pour des raisons différentes, Européens et Arabes saluent le chef du gouvernement. Ce qui s'est passé ici, je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Je dis la rénovation à tous égards, mais très justement, vous avez voulu que celle-ci commence par le commencement, c'est-à-dire par nos institutions, et c'est pourquoi me voilà. Eh bien, de tout cela, je prends acte au nom de la France. Et je déclare
la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Française à part entière, dans un seul et même collège, nous allons le montrer, pas plus tard que dans 3 mois, dans l'occasion solennelle où tous les Français, y compris les 10 millions de Français d'Algérie, auront à décider de leur propre destin. Pour ces 10 millions de Français-là, leurs suffrages compteront autant que les suffrages de tous les autres. Vive la République! Vive la France! Dès ce moment, la France, soulagée, s'en remet à De Gaulle et lui laisse l'initiative des négociations. Usant d'adresse, de ruses, de démarches souvent ambiguës, De Gaulle va insensiblement faire accepter aux Français d'abandonner l'Algérie sans qu'ils aient l'impression de perdre l'honneur. Ce revirement de l'opinion française est l'un des grands succès de la diplomatie gaullienne. Cependant qu'il est devenu le chef d'État de la France avec des pouvoirs incontestés. Dans la grande salle des fêtes du palais de l'Élysée se déroule la cérémonie solennelle de passage des pouvoirs du président Coty au général de Gaulle. Devant les hautes personnalités de France et de la communauté française et les membres du corps diplomatique tout entier, sont d'abord énoncés les résultats de l'élection du 21 décembre. Désigné officiellement président de la République, le général de Gaulle reçoit alors des mains du général Quatroux les insignes de grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Au nom de la Légion d'honneur, comme le grand maître de notre ordre national. Répondant ensuite à l'hommage que vient de lui rendre le président Coty, le général de Gaulle lance un appel au pays tout entier. Il me faut le concours de ceux qui servent la République, l'appui des hommes qui désormais sont responsables en Afrique, le soutien du peuple français et des peuples d'outre-mer. Ce concours, cet appui, ce soutien, ils me furent naguère accordés dans l'angoisse du péril national. Je les demande à présent, où à l'horizon paraît la lumière de nos grandes espérances. Vive la communauté! Vive la République! Vive la France! Quelques heures plus tard, Paris réserve un accueil enthousiaste au nouveau président, en même temps qu'un adieu chaleureux à M. René Coty. Les deux hommes d'État remontent la voie triomphale des Champs-Élysées pour aller à l'Arc de Triomphe, rendre un solennel hommage à l'inconnu. Devant les délégations d'anciens combattants des deux guerres, le général de Gaulle, en ranimant la flamme sacrée, effectue son premier geste de président de la République, avec M. Coty à son côté. Les pourparlers d'Évian se sont ouverts entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de l'Algérie. Il a fallu toute la diplomatie, le charisme de Gaulle pour convaincre les Français d'en arriver à donner à l'Algérie son indépendance politique. Mais l'OAS n'accepte pas. Par les attentats et le plastique, elle essaie de faire échec à l'État. De Gaulle échappe à 2 attentats organisés par l'OAS. Français
Voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Français, aidez-moi. C'est sur la route de Colombey qu'a lieu l'un des deux attentats auxquels a échappé De Gaulle. L'autre attentat eut lieu à l'école militaire. De nouveau, De Gaulle échappe, on dit de lui, il a la baraka. Ces menaces n'intimident guère le président. Les négociations vont se poursuivre laborieusement jusqu'à la ratification des accords d'Évian en 1962. À l'aube de la décennie, le monde sort de la guerre froide pour entrer dans l'ère de la coexistence pacifique. La France, qui est de nouveau indépendante et dotée de l'arme atomique, entend désormais faire entendre sa voix aux côtés de celle des grandes puissances. Après avoir donné l'exemple de la décolonisation, le général de Gaulle prépare la voie de la détente et de l'ouverture à l'Est. En mars, il reçoit le Premier ministre de l'Union soviétique, M. Khrouchtchev à l'époque, puis à la veille d'un nouveau sommet à Paris, le général de Gaulle se rend successivement en Grande-Bretagne, puis ensuite au Canada, et enfin aux États-Unis, question de prendre le pouls des alliés de la France. Donc c'est la troisième fois que le général de Gaulle se rend au Canada à ce moment-là. On est toujours en 1960, et ses précédentes visites avaient eu lieu en pleine guerre en 1944, puis au lendemain de la victoire en 1945. À leur descente d'avion, le président de la République française et Madame de Gaulle sont accueillis par le maire de Montréal et Madame Fournier. Conduit ensuite à l'hôtel de ville, le couple présidentiel, qui est accompagné du ministre français des Affaires étrangères, M. Couve de Murville, est invité à signer le livre d'or de la ville. Durant leur bref séjour au Canada, le président de la République française et Madame de Gaulle seront reçus à Ottawa par le Premier ministre de l'époque qui est M. John Diefenbaker. À cette occasion, le général de Gaulle a souligné que les Français se sentent d'accord avec les Canadiens quant à la façon de voir et de traiter des problèmes de notre temps. Précédemment, devant le monument aux soldats inconnus, le chef de la France libre avait rappelé les mérites déployés et les sacrifices prodigués par les soldats canadiens pendant la Première Guerre et leur participation exemplaire aux combats de Normandie, de Picardie, de Belgique, de l'Allemagne, grâce auxquels fut libérée l'Europe. Le général de Gaulle craignait par-dessus tout que la France ne soit prise à choisir entre deux blocs, c'est-à-dire le bloc soviétique et le bloc américain. C'est de là que découlait pour lui la nécessité d'une troisième force en Europe, et c'est vers l'Allemagne que le général de Gaulle s'est tourné pour réaliser ce nouvel équilibre. Le général de Gaulle décidait donc de rapprocher les peuples allemands et français, geste qu'il considérait comme l'un des plus importants qu'il ait à poser dans le domaine politique. Le 22 janvier 1963 était signé le traité franco-allemand d'amitié et de coopération. Pour sceller la réconciliation, le général de Gaulle et le vieux chancelier Adenauer décidaient de créer des structures de consultation et d'échange. L'accord prévoyait des rencontres au plus haut niveau entre dirigeants français et allemands tous les 6 mois. Un office franco-allemand de la jeunesse était créé dans le but de réconcilier les jeunes des deux pays. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Le général de Gaulle avait une conscience très vive de ce qu'il appelait à l'époque l'indépendance nationale de la France. Cette conscience l'avait amené à fonder son pouvoir sur une notion bien particulière de l'idée de la nation et aussi à se méfier de tout ce qui pouvait entamer cette indépendance. Ainsi, il a souvent exprimé l'opposition de la France à ce qui pouvait limiter sa souveraineté.
Sous son gouvernement, la France s'est retirée de l'OTAN, dont les quartiers généraux furent déménagés de Paris à Bruxelles, et la France a pris ses distances vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies. Si nous voyons dans l'Organisation des Nations Unies un forum très utile pour que s'y rencontrent, s'y expriment et s'y informent les délégations de tous les États qui en sont membres, nous n'admettrions pas que cette organisation s'érigeât en une sorte de super-État qui prétendrait nous imposer quoi que ce soit qui nous concerne. C'est ainsi que si nous tenons l'Alliance atlantique pour tout à fait nécessaire, nous rejetons pour nous-mêmes dans son organisation tout système qui nous ôterait la disposition de nos forces et la responsabilité de notre défense. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les combats sanglants et meurés. En mars 64, le président se rendait au Mexique et en septembre-octobre, il entreprenait un immense périple en Amérique latine. Le continent latino-américain était dans l'esprit du général de Gaulle un vaste champ de protection en vue d'alliés éventuels dans sa lutte contre les blocs et les hégémonies. Les commentateurs n'ont pas tardé à faire remarquer que si sa tournée des pays latino-américains avait suscité un intérêt indéniable de la part des peuples et des gouvernements dans cette partie du monde, les résultats concrets de son entreprise ont tardé à se faire sentir. Le général de Gaulle avait été accueilli en Amérique latine avec enthousiasme et de grandes foules s'étaient portées à sa rencontre. Les chefs d'État qui étaient son hôte avaient reçu des légions d'honneur, mais il n'avait pas réussi à entamer l'influence des États-Unis en Amérique latine. Les élections présidentielles de 1965 avaient donné lieu avant leur tenue à un très long suspense. Tous les Français s'interrogeaient en effet à savoir si le général de Gaulle serait candidat ou pas. On prêtait au général l'intention, par exemple, de prendre sa retraite et d'exercer de loin une sorte de surveillance sur les affaires. Or, le 4 novembre 1965, le général de Gaulle annonçait sa candidature à la présidence de la République française. Le général de Gaulle avait deux adversaires qui comptaient M. François Mitterrand, porte-parole de la gauche, qui avait reçu l'appui des communistes d'une part, et M. Jean Le Canuet, candidat du centre, d'autre part. Au premier tour de scrutin, le 5 décembre, le général était mis en ballottage. Il y avait donc un deuxième tour. Le général de Gaulle remporta finalement les élections, mais son prestige en sortait diminué. Entre les deux tours, le général avait dû changer un peu son style et donner quelques explications. Voici. C'est que nous avons résisté aux sirènes de l'abandon et choisi l'indépendance. Il est vrai que l'indépendance implique des conditions et que celles-ci ne sont pas faciles. Mais comme on peut le voir, nous parvenons à les remplir. Dans le domaine politique, il s'agit que sans renier notre amitié américaine, nous nous comportions en Européens que nous sommes et que nous nous appliquions à rétablir d'un bout à l'autre de notre continent un équilibre fondé sur l'entente
et la coopération de tous les peuples qui y vivent comme nous. 6 mois plus tard, en juin 1966, le général de Gaulle se rendait à Moscou en compagnie de son ministre des Affaires étrangères, M. Couve de Murville. Il visite plusieurs villes du RSS, Leningrad, Kiev, Volgograd, l'ex-Stalingrad. À Baïbonour, il est le premier occidental à assister au lancement d'un vaisseau spatial soviétique. Lors d'un banquet au Kremlin, le président de la République française réclame la fin de la confrontation rigide entre les deux blocs et dit que sans plus attendre, la France et l'URSS devraient se lancer dans une coopération fructueuse. C'est au cours de ce voyage qu'est créée ce qu'on appelle maintenant la Grande Commission. C'est une commission mixte qui est chargée de la coopération entre les deux pays et qui se réunit régulièrement depuis 1965. À cette époque aussi, une ligne rouge est établie entre l'Élysée et le Kremlin. En juillet 1967, la ville de Montréal est l'hôte du monde entier avec son exposition universelle. Et à ce moment-là aussi, le Canada célèbre le centenaire de la Confédération. Le chef de l'État français s'y rend donc en visite officielle. Pour sa 4e visite en terre canadienne, le général de Gaulle choisit de faire le voyage à bord d'un navire de guerre. Ce sera le Colbert. Il aborde à Lens-au-Foulon le 23 juillet. Et de Québec à Montréal, c'est ensuite la randonnée triomphale du chemin du roi qui se terminera avec le fameux Vive le Québec libre, et le retour anticipé en France sans passer par Ottawa, Ottawa qui est la capitale fédérale. Ouverte en toute simplicité à Québec par les mots « On est chez soi, ici après tout », la visite du général de Gaulle souleva un enthousiasme délirant de la population québécoise. Tout le long de la route 2 Québec-Montréal, une foule nombreuse s'était massée pour saluer le chef de l'État français au passage. La voiture présidentielle roulait sur un tapis de fleurs de lys bleutées entre une haie de drapeaux et de panneaux aux armoiries de province française. Au fur et à mesure que le cortège présidentiel se rapprochait de Montréal, la foule devenait de plus en plus dense. Aux portes de Montréal, une véritable marée humaine se pressait le long du parcours pour saluer le général de Gaulle, accompagné du Premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson, qui l'avait donc accompagné dans sa remontée vers la métropole. Aux différentes étapes du parcours Québec-Montréal, le général de Gaulle avait rappelé qu'un peuple ne doit dépendre que de lui-même et affirmer son fait national en vue de s'épanouir et de servir l'humanité. C'est devant une foule délirante de 500 000 personnes que le chef de l'État français, après avoir rappelé qu'il avait rencontré tout au long de sa route une atmosphère du même genre que celle de la libération, il prononça les paroles qui sont devenues célèbres du haut du balcon de l'Hôtel de Ville à Montréal. Vive le Québec! Vive le Québec libre! Le mois de mai 1968 fut pour le général de Gaulle une épreuve terrible, du moins pour son régime. L'ampleur qu'a pris le mouvement de contestation sociale et politique à Paris d'abord, et puis ensuite en province, ébranla le pouvoir gaulliste. Et beaucoup d'observateurs estiment que les journées de mai furent le signe avant-coureur de la chute du général de Gaulle, en avril 69. Le mouvement a commencé à Nanterre, campus en banlieue de Paris. Les étudiants contestaient le caractère de l'université française qu'ils jugeaient archaïque. Le mouvement était lancé et devait être suivi à Paris, comme même à la Sorbonne, qui fut encerclée par les forces de l'ordre et puis ensuite fermée. Les 9, 10 et 11 mai, les étudiants et les policiers s'affrontent violemment dans les rues de Paris. Des voitures sont renversées, des arbres abattus, des barricades se forment. Bientôt, les centrales ouvrières accordent leur appui au mouvement de contestation étudiante. Le 13 mai, 10e anniversaire de la prise de pouvoir par les gaullistes, une grève générale de 24 heures est décrétée et est largement suivie dans l'ensemble du territoire. Bientôt, toute activité sera paralysée en France et le gouvernement gaulliste devra faire des concessions. Il devra libéraliser la politique de l'information à la radio-télévision d'État, qui est accusée d'être un simple instrument de propagande aux mains du pouvoir. Mais surtout, le gouvernement devra négocier avec les ouvriers en grève et signer à ce moment-là ce qu'on a appelé les accords de Grenelle. Le régime gaulliste surmontait la crise, mais en sortait fortement ébranlé.
Le 30 juin 1968 avait lieu le deuxième tour des élections législatives qui, paradoxalement, je dis bien, donnait aux gaullistes une majorité accrue de 100 sièges à l'Assemblée nationale et consacrait un très net affaiblissement de la gauche. Mais quelques semaines plus tard, les Français rejetaient par référendum le projet de regroupement régional du général de Gaulle. Et comme il avait engagé son mandat sur le résultat de ce scrutin, il quittait de nouveau le gouvernement pour se retirer dans sa retraite de Colombey-les-Deux-Églises. Après avoir quitté sa présidence de la République, le général de Gaulle se renferma dans un silence énigmatique. Il s'est même abstenu d'accorder tout appui, même le plus discret soit-il, à son ancien Premier ministre et successeur, M. Georges Pompidou. Depuis le début de cette seconde retraite du général de Gaulle à sa résidence, à la Boisserie, sa maison de Colombey-les-Deux-Églises, le général s'était abstenu de toute intervention dans les affaires politiques françaises. Au cours des élections présidentielles qui suivirent son départ de l'Élysée, le général de Gaulle se retira en Irlande pour y prendre des vacances et vota par correspondance. L'été dernier, le général de Gaulle se rendait en Espagne en vacances avec Madame de Gaulle. Il a visité plusieurs villes et monuments de ce pays, fait qui a surpris certains observateurs. Le général de Gaulle a eu un entretien avec le général Franco. Et ce périple en Espagne, dont on vient voir quelques images, constituait, si vous voulez, le dernier voyage qu'a effectué le général Charles de Gaulle.